quelques-unes qui vont ressortir, mais... Ouais. Alors moi, c'est gars, c'est ça m'énerve, c'est un truc apparemment. On parle de plus en plus de la protection de l'environnement. En quoi sommes-nous concernés? Quel impact cela a-t-il sur notre quotidien? Protéger l'environnement, c'est préserver la survie et l'avenir de l'humanité. Préserver l'environnement est donc une question de survie. La biodiversité, c'est la variété des espèces animales et végétales de la nature. Toutes ces espèces doivent être respectées et préservées, car elles sont nécessaires à la survie et à l'avenir de l'homme. Les plantes et les animaux contribuent à notre santé. La nature est une source de découvertes futures et de solutions à nos problèmes. Il serait suicidaire de détruire tout cela avant d'avoir pu en bénéficier. Nous devons œuvrer pour protéger les espaces naturels. Nous devons protéger les espèces en danger. Préserver la biodiversité, c'est sauvegarder un réservoir de solutions futures à nos problèmes. C'est préserver l'avenir de l'humanité. Pour cela, notre CDC actualise le plan de gestion qui était en vigueur depuis 2012 pour continuer à prendre soin de ce site et à le valoriser aux yeux du public. Nous pouvons compter sur les 2 agents de notre communauté, gestionnaires techniques ou animateurs de l'île de Raymond, dont Bastien œuvre depuis le début du projet. De l'intérêt de la CDC pour l'environnement, composante importante pour le devenir du territoire, et donc de l'intérêt de cette étude et du comité de pilotage pour définir la place de l'île de Raymond dans le paysage de demain. Comme le disait Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Nous nous trouvons à l'entrée de l'espace naturel sensible de l'île de Raymond, proche du belvédère et de la ferme qui marque vraiment l'entrée du site. Pour comprendre un petit peu les enjeux de ce site, on va reprendre un peu le calendrier, on va remonter un tout petit peu dans le temps pour vous dire que l'île de Raymond, avant le projet de restauration écologique et de gestion mené par la communauté de communes, c'était un terrain agricole, souvent exploité avec diverses productions. On a eu beaucoup de polyculture élevage, jusque dans les dernières années, avoir vraiment de la maïsiculture intensive qui a vraiment transformé le site autant dans sa diversité biologique et sa diversité spécifique que dans son profil. L'île, qui avait beaucoup de relief, a été quand même aplanie pour la pratique de la maïsiculture intensive. Cette maïsiculture s'est arrêtée en 2007 et à la suite de l'arrêt de cette maïsiculture et de cette production agricole a été mis en question justement l'avenir de ce site. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur ce site? Est-ce qu'une exploitation agricole doit prendre le relais pour perdurer et continuer justement l'exploitation agricole? Ou est-ce qu'il y a une autre possibilité, peut-être un autre projet émergent, quelque chose plus en lien avec la restauration des milieux et avec le côté écologique et la qualité de ce site? Donc en 2009, s'est positionnée la communauté de communes, l'ancienne communauté de communes du Vallon de l'Artolie, qui avait pour objectif justement d'acquérir ce site dans un but de restauration écologique des milieux naturels et essentiellement des prairies naturelles humides inondables garonnaises. Forcément, cette communauté de communes n'a pas pu agir seule, elle a été accompagnée de l'acquisition jusqu'à la mise en place des projets, autant par le département de la Gironde que par l'agence de l'eau Adour-Garonne. Donc les grands objectifs justement étaient de pouvoir mettre en place, à la suite d'inventaires et d'une première base d'études, plan de gestion qui donnerait justement un carnet de route aux nouveaux propriétaires de ce site pour les 5 années à venir dans une optique de restauration écologique du milieu et de gestion environnementale. À la suite de l'acquisition, donc le terrain a été mis en vente en 2009, acquis par la communauté de communes en 2010 et le temps que les études se mettent en place, qu'un bureau d'études soit recruté pour la mise en place du plan de gestion, on arrive à 2012. 2012, premier plan de gestion réalisé par le bureau d'études l'INDENIA, comme je disais, dans un but vraiment de restauration écologique du milieu et de gestion environnementale. Ce plan de gestion, mis en place donc en 2012 et élaboré pour 5 ans, a donc terminé sa route en 2017, année de fusion territoriale des communautés de communes, et donc il était compliqué pour la communauté de communes Convergence Garonne, qui était nouveau propriétaire en fait de ce site, de pouvoir relancer une étude et réactualiser un plan de gestion en année de fusion.
C'est très compliqué, ça demandait beaucoup de temps, surtout un positionnement politique et des investissements à mettre en place pour renouveler ce plan de gestion. Donc il a été caduc pendant 3 ans et à la suite de demandes aussi de nos partenaires et de demandes de subventions pour pouvoir mettre à bien et mener à bien une nouvelle étude dans le but de réactualiser ce plan de gestion. Le bureau d'études, enfin l'association Cistudes Nature de Bordeaux a été recruté afin de retravailler justement tout ce plan de gestion sur l'île de Raimont en essayant d'amender un maximum les inventaires, de reprendre un petit peu le travail qui a été fait sur les 5-7 dernières années afin d'établir un carnet de route qui cette fois-ci sera élaboré pour 10 ans dans une but de continuité des projets de restauration écologique de l'île de Raimont. Si nous nous retrouvons aujourd'hui sur le site et que nous vous proposons cette vidéo, c'est bien pour essayer de vous amener un maximum de connaissances et d'informations en ce qui concerne le site, sa biodiversité, ses différents écosystèmes et la connaissance fine qu'on peut avoir de ce milieu en sachant que certains termes sont parfois très compliqués à assimiler ou à digérer, des termes qui sont souvent très spécifiques, parlant souvent des espèces, de la biodiversité ou des milieux. On vous propose donc à travers cette vidéo de pouvoir parcourir l'île de Raimont à nos côtés et on essaiera de vous expliquer au mieux les retours d'expérience, les résultats auxquels nous avons pu arriver et surtout d'essayer de vous définir les différents écosystèmes et les différents protocoles de gestion qui sont mis en place depuis maintenant presque 10 ans. Le premier plan de gestion de l'île de Raimont a été élaboré en 2012 par le bureau d'études l'INDENIA et était ancré sur 2 grands objectifs principaux. Le premier objectif était vraiment de travailler sur la réhabilitation des prairies inondables du site et également de travailler sur la restauration écologique globale. Le deuxième objectif était plus d'ouvrir un petit peu tout ce travail fait sur le site au grand public via des programmes d'animation qui ont été mis en place en 2014. Et du coup, sur ce plan de gestion qui a été élaboré par l'INDENIA, de nombreuses actions de restauration écologique ont été mises en place. Durant toutes ces années, jusque-là, nous avons mis en place toutes ces actions, c'est-à-dire restaurer écologiquement le milieu par des interventions sur les différents écosystèmes, comme par exemple les prairies humides de l'île, les forêts alluviales qu'on appelle les ripisylves, des zones qu'on a laissées en libre évolution. Toutes ces actions-là ont permis de répondre à ce plan de gestion plus ou moins à 100%. Le deuxième volet qu'on avait sur ce plan de gestion était la valorisation du site pour le public. Et donc du coup, c'est vrai que par rapport à cet objectif-là, il y a un programme d'animation grand public qui a été mis en place en 2014 qui s'appelle Découvre ton île. On est maintenant à la 8e saison. L'idée est de pouvoir présenter et susciter un émerveillement sur la protection de l'environnement et sur toute la biodiversité qu'il peut y avoir sur ce site. Et l'intérêt aussi de ce programme d'animation, c'est de pouvoir faire valoir tout ce qui est entrepris depuis le début sur l'île de Raimont en termes de gestion et de restauration écologique pour le rendre accessible aux yeux du grand public et pouvoir valoriser tous les projets qui ont été montés par la collectivité sur ce site-là, quoi. À travers ces animations, on a également souhaité faire découvrir au grand public la mosaïque de milieux qui se trouve sur l'île de Raimont. Et c'est pas toujours simple de pouvoir identifier les différents habitats, surtout que souvent ils sont identifiés par des noms un petit peu scientifiques. On parle de ripisylves, on parle de mégaphorbiae. Tous ces termes techniques-là, à l'intérieur du dispositif grand public, ça nous permet de pouvoir aborder de manière très simplifiée tous ces grands schémas de gestion et de restauration écologique. Et on va essayer au mieux de vous les présenter de manière simplifiée pour qu'on puisse vraiment comprendre leurs fonctions et leurs différents intérêts sur l'île de Raimont. Nous sommes donc ici sur un autre habitat, micro-habitat de l'île Raimont, à proximité de la petite rivière. Cette petite rivière qui se charge en eau et qui est submergée de chacun de ses côtés, naît petit à petit une roselière. Une roselière qui a un rôle très important au niveau des écosystèmes, au niveau de nidification, mais aussi au niveau de l'épuration des eaux qui arrivent. Vraiment une capacité de roseaux. Les roseaux ont vraiment cette capacité de filtration assez importante. On voit beaucoup de stations d'épuration qui sont utilisées avec les roseaux. Les actions que l'on mène sur cet habitat, ce micro-habitat, va être en réalité de dynamiser cette roselière en pratiquant des fauches. Donc chaque année, cette roselière va être fauchée et les fauches vont être extraites. On peut se rendre compte, suite à nos actions,
qu'on va avoir le roseau qui arrive à dominer la végétation. Et en sous-strate, on reste encore sur un type de ligneux, les ronces, qui elles n'ont pas lieu d'être ici et qui recomblent le milieu. Donc l'objectif réellement, c'est de pouvoir tout faucher, extraire la fauche pour conserver que la fragmité roselière. Donc sur toute cette partie-là, on a des protocoles de gestion et aussi on va avoir des actions de suivi. Il est important d'amener ces suivis naturalistes, donc les insectes, les plantes, les oiseaux, notamment sur la roselière, on va avoir des actions de bagage, donc suivi scientifique sur les oiseaux, où on va essayer de comprendre si cette roselière a une importance sur la population des oiseaux, et notamment le bruant des roseaux, où on a une action qui s'appelle le voie. Du coup, on tend des filets sur la période hivernale où les bruants, eux, viennent dormir dans ces roselières. Et la densité, la population de bruants est un indicateur pour nous dire si effectivement ce milieu, ce micro-habitat évolue bien ou mal. Donc comme Bastien a pu vous l'expliquer, la roselière demande un traitement assez spécifique. Donc on va vraiment venir œuvrer sur ce milieu uniquement par le biais de fauches successives. L'idée va être vraiment de redonner un petit peu d'énergie aux jeunes pousses de roseaux et qu'elles soient surtout pas étouffées par les ronces qui sont présentes. Donc on voit bien que les ronces peuvent perdurer encore, donc comme Bastien vous l'expliquait, c'est pas une problématique qui va se régler sur un aménagement, sur une phase de travaux. On va devoir renouveler l'expérience régulièrement. Là on se retrouve dans une zone qui a été traitée, que Bastien a pu traiter cette année. Donc on voit bien que la ronce a été broyée, a été mise à mal. Et par contre les roseaux ont pu ressortir beaucoup plus facilement. On voit une belle densité, un petit peu éparse, mais on voit quand même une belle densité de roseaux. Par contre, il y a quelques semaines, quand ils commençaient juste à pousser, qu'ils étaient vraiment à l'échelle de premiers germes qui sortaient, on a pu remarquer qu'une grosse prédation justement de ces pieds de roseaux était faite par les ragondins. Donc on parlait à certains moments de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Avec Bastien, sur les premières années du plan de gestion, il y a un gros effort qui a été fait essentiellement sur les espèces invasives ou envahissantes végétales. Mais plus on avance dans le temps et plus on se rend compte aussi que les populations de ragondins, par exemple, peuvent être problématiques sur la restauration de milieux patrimoniaux tels que la roselière. Donc un travail à envisager dans les années à venir pour toujours favoriser l'expansion de cette roselière. Et comme Bastien l'expliquait, on est vraiment sur un habitat d'intérêt patrimonial, d'intérêt communautaire à l'échelle du réseau Natura 2000. Et on a tout intérêt à faire valoir ce micro-habitat à l'intérieur du site. Donc nous sommes actuellement sur notre espace naturel de l'île de Rémont, la Friche Nord. La Friche Nord est en réalité sur la partie nord de l'île de Rémont. Et une friche, c'est vraiment un espace qu'on va laisser se développer avec des arbustes, des ronces. C'est en libre évolution depuis le début du plan de gestion. Aucune action n'a été faite sur cet espace en particulier. C'est une zone aussi qu'on a dédiée à la nature et une zone qu'on appelle une zone de quiétude. Une zone qui est interdite au public, où seules des actions de gestion et de suivi scientifique sont autorisées. Donc très peu de personnes viennent sur le site, sur cette friche nord, et qui laisse place en fait à la nidification des oiseaux, le développement des plantes. Voilà, c'est aussi notre zone témoin qui nous permet en fait de voir un peu ce qui se serait passé sur l'intégralité du site si le site n'avait pas été mis sous un principe de gestion, que ce soit par l'agriculture ou par le principe de gestion-restauration écologique. Si on n'avait rien fait, on se retrouverait avec 45 hectares de l'île de Rémont sous une dynamique un petit peu identique à celle qu'on voit. Donc un milieu qui est en train de se refermer, comme tous les milieux de toute manière naturels ou même agricoles. S'il n'y a aucune activité humaine, aucune gestion mise en place sur les milieux, on a un milieu qui va se reconduire vers un système forestier. Il va se renfermer, on va avoir du buissonnant et puis peu à peu une forêt va renaître. Donc là, c'était intéressant, comme disait Bastien, parce qu'on peut retrouver une zone de quiétude, une zone assez fermée où les animaux peuvent évoluer assez librement. Ça nous permet aussi, nous, d'avoir des zones très sauvages dans lesquelles mener des protocoles de bagage, par exemple, ou de recensement, d'inventaire des différentes populations. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir un regard un petit peu
assez sensible en fait sur cette zone, c'est qu'elle se referme, oui, dans sa quasi-totalité, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un peu de surveillance sur certains écosystèmes qui pourraient apparaître à l'intérieur de cette friche. La zone dans laquelle on est là tout de suite maintenant, c'est peut-être la zone qui est la moins fermée de la friche. C'est une prairie, plutôt ce qu'on va plutôt appeler une lande sèche, donc avec normalement un faible développement, des essences herbacées qui ne sont pas forcément très hautes. On sait qu'il y a quelques années, avant que les arbustes et arbres commencent à se développer, on retrouvait beaucoup de serpents, beaucoup de stations à orchidées. Donc même si elle a été pendant 10 ans laissée un petit peu, on va pas dire à l'abandon, mais laissée de manière autonome, elle est en dynamisme autonome. Là, on en arrive un petit peu à un ultimatum avec Bastien où on se dit que si on ne fait rien, on va vraiment avoir une forêt qui va se reconstruire et on va perdre certains écosystèmes. C'est le cas pour cette lande sèche, c'était aussi le cas un peu plus bas sur la zone un peu plus humide où on avait un mégaphorbier qui était présent, qui était sous couvert de ronces et qui allait peu à peu être sous couvert forestier avec les frênes qui se développaient. Donc il a fallu réouvrir ces zones. Donc quoi qu'il en soit, on ne va pas pouvoir laisser cette friche telle qu'elle est. Sinon, elle va vraiment se refermer. Par contre, il va falloir, dans les prochaines années, là, réfléchir à des principes de gestion et peut-être à la réouverture de certains milieux. Donc sur cette friche nord, on a parlé des suivis scientifiques. Plus spécifiquement, on va parler des oiseaux, donc les suivis ornithos par le bagage. En l'occurrence, tous les oiseaux qui vont venir faire une halte de migration sur l'île de Raimont pour continuer leur migration plus au sud. On va pouvoir évaluer avec la quantité d'oiseaux capturés et contrôlés si le site permet un bon nourrissage, un bon engraissement pour les oiseaux. Donc ces indicateurs sont assez intéressants pour voir si cette libre évolution est positive et si nos actions peuvent être améliorées. Si c'est une nature qui sont là pour faire un nouveau plan de gestion, se servent de toutes ces données-là pour préconiser des actions fortes sur ce site. Nous suivons aussi par le biais des pièges photos. Pièges photographiques, c'est des petits boîtiers qu'on place sur des zones de sentiers, des zones où les animaux passent, et on va suivre tout ce qui est mammifères, donc les renards, les blaireaux, les sangliers. Et ces données-là vont pouvoir nous servir pour aussi des actions de gestion et des problématiques à venir sur notamment les sangliers, ce suivi synégétique qui est assez fort sur les alentours de l'île Raimont. L'île de Raimont, on est sur un site de 44 hectares, donc il est important de vraiment pouvoir comprendre et savoir combien on a d'individus de sangliers sur l'île de Raimont, et on le sait grâce aux pièges photos. Oui, c'est toute l'idée quand Bastien parle justement de la gestion. Quand on est sur un espace naturel, on va être autant en charge de la gestion des milieux, des habitats, mais également de certaines populations d'animaux, certaines espèces d'animaux qui, pour certaines, peuvent devenir problématiques. Les sangliers ont toute leur place dans le milieu naturel. Cependant, quand ils arrivent en nombre sur une population qui grandit, qui est un peu conséquente, ici on est aussi en zone de refuge pour ces animaux-là, c'est-à-dire qu'on a un petit cortège familial qui est là l'année, mais quand il y a trop de pression qui se font à l'extérieur, que ce soit la chasse, des phases de travaux ou travaux agricoles ou autres, souvent ils vont quitter les coteaux, ils vont quitter toutes ces zones-là, ils vont venir se réfugier sur l'île de Raimont, et essentiellement d'ailleurs dans la pointe nord, qui leur crée un habitat très dense dans lequel ils peuvent se réfugier, justement c'est le terme, et ne pas être soumis aux perturbations humaines. Et c'est aussi le problématique entre la gestion des espèces et la gestion des habitats, c'est que il va falloir qu'on puisse agir sur la population de sangliers parce qu'on a des responsabilités en tant que gestionnaire par rapport aux parcelles agricoles qui peuvent subir des dégâts à l'extérieur du site, mais on a également une responsabilité sur la gestion du milieu pour ne pas permettre à un noyau de population de sangliers trop dense, trop grand, d'élire domicile en fait sur le site. Donc c'est pareil, la gestion de la friche nord, la gestion de cette pointe très sauvage par la réouverture des milieux, l'allègement de certains cortèges végétatifs, de certains ensembles végétatifs, et pourquoi pas l'ablation de certains ronciers permettrait aussi sûrement d'offrir un support un peu moindre aux populations de sangliers et d'agir aussi, voilà. En gestion de l'habitat, on pourrait agir sur l'état de la population de sangliers également, quoi. L'île de Raimont, c'est aussi la Garonne et ses berges de Garonne. Ici, nous sommes à proximité des berges sur cette zone, ce bourrelet qu'on appelle Ripisylve. La Garonne, par ce niveau d'eau qui monte et qui descend, qu'on appelle le marnage,
a un impact fort et régulier sur l'érosion des berges. Cette érosion est suivie depuis le premier plan de gestion, donc à l'aide de décamètres et de points précis. On peut se rendre compte que ces berges s'érodent plus ou moins fortement. Donc on peut aller de 1 mètre à l'année à 50 cm. Ces érosions ce calcul d'érosion va permettre d'adapter aussi notre travail. Notamment, on a pu décaler les clôtures de pâturage à moutons pour éviter qu'il y ait tout problème. Et cette bande qui a été récupérée va pouvoir servir par la suite à un bourrelet végétatif qui va permettre un maintien de cette berge. Donc cette notion de forêt que l'on appelle la ripisylve. Oui, donc c'est toute cette bande-là qu'on va retrouver vraiment sur les abords d'un milieu aquatique. Donc la ripisylve, c'est toujours le bourrelet végétal qui va vous créer une lisière entre un milieu aquatique et un milieu terrestre. C'est d'autant plus vrai quand on est sur de l'eau courante, sur des eaux ouvertes. Par exemple les abords de Garonne où la ripisylve va avoir plusieurs fonctions. Alors c'est un corridor écologique magnifique où la faune sauvage peut se déplacer librement et encore une fois à l'abri des regards de l'homme et des activités humaines. Mais en plus de ça, tous les grands arbres qui vont être présents à l'intérieur de ce bourrelet, à l'intérieur de cette ripisylve, vont permettre vraiment un maintien des berges. Donc on a tout intérêt, nous, à pouvoir suivre les zones d'érosion, à pouvoir suivre l'état de la ripisylve, à essayer de la maintenir dans un bon état et voir il serait peut-être temps aussi de se questionner sur des possibles aménagements ou des possibles plantations ou travaux dans une optique de renforcer cette ripisylve de manière à ce qu'elle soit plus dense et donc elle nous permette une fixation des berges encore plus forte, limitant ainsi l'érosion sur certaines parcelles. Nous sommes actuellement sur la prairie humide de l'île de Raimont, une prairie qui a été longtemps utilisée par l'agriculture intensive avec du maïs, a même tendu un petit peu sur du maïs OGM. Et sur le plan de gestion premier était de restaurer ce milieu, du coup avec une végétation adaptée au sol et à l'humidité du milieu. Donc en premier temps, ce qui a été fait, ça a été de récupérer une banque de graines qui a été prise sur une foche sur Cadojac. Donc Cadojac, une prairie humide typique où on peut retrouver les mêmes essences que sur l'île Raimont, naturellement. Et on les a mis sur différentes zones de l'île de Raimont. Donc ces zones ont été à titre expérimental et ont été suivies par Biogéco, Université de Bordeaux. Suite à cela, toutes ces placettes de restauration ont été suivies et on peut voir une évolution des plantes sur l'île de Raimont. Donc vraiment, ça a été le point très fort sur ces prairies-là. Deuxième point fort et point important, ça a été réellement la cogestion avec l'élevage. Il a été important que sur l'île de Raimont, il y ait du pâturage, donc ces moutons qui sont une partie de l'année sur l'île, permettent de garder cet espace naturel ouvert et pas qu'ils s'enfrichent et qui deviennent avec les ligneux, type les ronces, les frênes, qui viennent se refermer. Cette cogestion, en fait, c'est important que nous, en tant que gestionnaires, et elle, éleveuse, on soit la main dans la main pour amener à bien un projet de restauration écologique. Donc on a vraiment des actions à mener ensemble et sur, par exemple, les luttes des espèces invasives sur les prairies. Ces fauches qu'elle réalise tout au long de l'année. La gestion des prairies repose vraiment sur la cogestion entre l'exploitante agricole et les gestionnaires du service de la collectivité. On va avoir plusieurs exemples de principes de cogestion. Derrière moi se trouve une zone de repeuplement. Donc l'idée de cette zone de repeuplement va être d'offrir un minimum d'arbres et arbustes intégrés à l'intérieur de la prairie. Alors comme on le voit, ils sont encore clôturés à l'heure d'aujourd'hui. Mais sur la finalité, ce sera de pouvoir offrir aussi une zone d'ombre, une zone de refuge pour le bétail. Comme on a pu le voir sur l'île de Raimont, on a très peu d'ombre et donc ça peut être très compliqué sur les périodes estivales pour la vie du bétail. Donc un principe de cogestion, nous laisser la place de faire naître des îlots de repeuplement, de plantation, les laisser maturer pour ensuite pouvoir les ouvrir pour qu'ils soient à disposition de la pratique agricole. Ce qu'on a pu voir aussi sur les prairies, c'est qu'un relief perdure encore. Sur les prairies, on n'a pas un terrain plat et donc étant en zone inondable, on va avoir vraiment des types de végétation qui vont être différents entre les zones hautes et les zones basses de chauneaux qu'on peut retrouver.
Là encore, un principe de cogestion très récent, une réflexion commune entre l'agricultrice et nous-mêmes gestionnaires, a été de mener une surveillance, une vigilance sur les fonds de chenaux qui développaient une biodiversité de végétation vraiment spécifique. Donc on a vu qu'on avait des mégaforbiers. Donc c'est un des termes qu'on a pu aborder lors du premier rendu du plan de gestion. Donc le mégaforbier, c'est quoi? Ça va être toute une zone herbacée, donc qu'avec des plantes, des herbes essentiellement, mais qui vont être de grande taille et qui vont évoluer dans un milieu très humide. Donc les fonds de chenaux, qui se retrouvent dans les parcs sud, légèrement derrière moi, ont été colonisés depuis quelques années par une végétation type mégaforbier avec des plantes hautes, essentiellement de la famille des phragmites, donc des roseaux pour faire au plus simple. Cette zone va être totalement indisponible pour le pâturage puisque les animaux ne vont pas se nourrir de ce type de végétation-là, mais par contre peut avoir un intérêt écologique très très fort dans la gestion et la préservation des milieux et surtout pour apporter une petite plus-value pour la reproduction de certaines espèces. On pense aux espèces d'oiseaux limicoles qui sont des oiseaux aquatiques ou encore à toute la famille des anatidés, donc la famille des canards essentiellement. Et donc on avait tout intérêt à détourer cette zone. Suite à une discussion avec Sarah Dumigron, donc avec l'éleveuse et avec une réunion de terrain, on est parti du principe qu'on pouvait dans un premier temps faire un test sur une partie de ces fonds de chenaux dans un but d'essayer de les préserver. On se laissera donc quelques années pour voir comment les milieux évoluent. Et on verra si on peut reproduire cette expérience sur d'autres zones de l'île de Rémont. Alors on se retrouve maintenant au milieu de la petite rivière. Donc ce qu'on appelle la petite rivière est un bras de Garonne. Si on regarde les cartographies, le cadastre, on voit vraiment qu'il est énoncé Garonne sur le cadastre. Elle parcourt la totalité de l'île dans sa longueur et elle nous permet d'avoir cet habitat qui est quand même assez atypique et d'intérêt patrimonial et d'intérêt communautaire aux yeux du réseau Natura 2000. Donc on est sous une forêt alluviale de type saulé freiné et associé également avec de l'aulne. Donc on a vraiment le principe des trois espèces référencées d'habitat d'intérêt communautaire, donc l'aulne, le frêne, le saule, et qui nous forment cette forêt alluviale. Donc qui dit alluviale dit aux abords pareil d'un milieu aquatique, donc notre petite rivière qui est derrière nous, et qui va nous permettre d'avoir en sous-strate, donc en dessous de la strate arborée, d'avoir vraiment le principe de mégaforbier. Donc comme on le disait un petit peu plus tôt dans la vidéo, mégaforbier, c'est la notion d'avoir des hautes herbes en milieu aquatique. Donc là sur la petite rivière, on retrouve généralement 3 à 4 essences qui sont très très dominantes au niveau du mégaforbier. On va retrouver l'iris jaune qui commence juste à fleurir derrière nous. On va avoir des renoncules, on va également avoir, on la verra peut-être pas la vidéo, mais juste à mes pieds là, l'angélique des estuaires. Donc l'angélique des estuaires est une plante qui est classée au niveau national, qui a d'ailleurs son propre principe justement de classement et de suivi. Donc il y a même une association déléguée de l'État qui travaille que sur cette plante et ça a été aussi une des grosses portes d'entrée du classement de l'île de Rémont et de tout le projet de restauration écologique du site. Cette plante n'intervient que dans les zones d'estuaire, on va dire des Gaves réunies, donc sur le Pays Basque, jusqu'à l'estuaire de la Loire, on la trouve vraiment que sur cette zone-là. Et donc il y a tout un intérêt à la préserver. Vous vous doutez bien que quand on arrive dans un milieu qui est extrêmement spécifique, avec des végétaux très spécifiques, va s'y adjoindre une biodiversité animale qui va être elle aussi spécifique. Donc là on rentre vraiment dans le domaine des papillons, des libellules, tout ce qui est herpétologie, donc amphibiens, reptiles. Et au niveau des oiseaux, on va avoir une zone de reproduction idéale et on va également avoir ce qu'on appelle une zone de transit. Donc forcément, un cours d'eau pour la faune sauvage, c'est comme une route pour nous, c'est un flux de transition, un flux de déplacement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit la laisser autonome dans son dynamisme. On ne peut pas la laisser évoluer toute seule parce qu'on va avoir des grosses problématiques de gestion à l'intérieur de cette zone-là qu'on va pouvoir facilement résoudre en y accordant du temps. Et je pense que tu es largement plus à même d'en parler. Ces actions-là sont des espèces invasives, donc des espèces qui sont notées EEE. Du coup, ces espèces invasives qui sont présentes sur cette zone, cette répussive, cette forêt alluviale, et en fait des espèces qui arrivent, on va dire, d'ailleurs et qui viennent concurrencer les espèces locales. Si on les laisse se développer, elles qui ont
une dynamique bien plus forte, va nuire au bon développement des espèces autochtones. Donc de grandes actions et beaucoup de temps sont accordés sur ces espèces invasives, notamment l'érable negundo, le laurier, la balsamine de l'Himalaya. On a vraiment un cortège d'espèces invasives qu'on essaye de réguler et d'éliminer avec le temps. On a aussi parlé donc, de cet intérêt de richesse écologique. On a aussi cet intérêt à laisser tous ces bois morts et ces chandelles mortes des arbres qui sont présents. On a parlé des papillons, des grenouilles, mais il y a aussi les chiroptères, donc les chauves-souris qui sont très importantes et qui sont des populations protégées, à protéger. Pareil, sur l'impact qu'a ces milieux-là, des suivis ont été faits par Système Nature et vont nous orienter en fait sur des actions, des préconisations pour gérer encore mieux ce que l'on a fait jusque-là. Nous voici de retour au tout début de l'île. Donc je tiens à remercier Florian et Bastien déjà pour le travail qu'ils ont mené et la vulgarisation qu'ils ont fait des différents espaces qu'ils vous ont décrits et présentés. L'objectif vraiment de cette vidéo, c'était de pouvoir vous aider à la décision en vous présentant les résultats du diagnostic de Système Nature avec du coup toutes les actions qui ont pu être menées depuis ces 10 dernières années. L'objectif aussi, c'était donc de vous présenter donc, les différents scénarios qui vous sont proposés par Système Nature et de pouvoir vous aider à vous positionner sur l'un d'eux. D'un scénario qui a la composante qui axe un enjeu fort sur la biodiversité à celui qui ouvre beaucoup plus ce site au public avec toutes les incidences que ces différents scénarios peuvent vous montrer. L'objectif, voilà, c'était de vous permettre d'avoir toutes ces informations, ces clés en main pour pouvoir vous aider dans cette prise de décision. J'espère bien entendu qu'on se reverra sur site tous ensemble, vous membres du COPIL et nous techniciens et gestionnaires, pour pouvoir en discuter et élaborer la suite de l'avenir de ce site de manière concertée.